Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série H.O. Le film aujourd'hui s'appelle Les Enfants de la Mer. Il est réalisé et il est de Ayumu Watanabe. Il est sorti le 10 juillet 2019 et je l'ai vu au cinéma en version française. Et oui, c'est triste mais c'est comme ça. En même temps, je parle pas japonais, ça aurait pas changé grand chose. Bref, un film d'animation. Et oui, ça faisait longtemps. Et en plus au cinéma. Ça fait du bien, honnêtement, j'en ai pas vu beaucoup ces dernières années de films d'animation japonais qui puisaient au cinéma. Pour autant, je connaissais pas Ayumu Watanabe, c'est un réalisateur qui est déjà très prolifique et j'avais pas vu ce qu'il avait fait avant. J'ai regardé un petit peu sa filmographie, il avait notamment fait 2 films sur Doraemon, ou Doraemon, j'ai toujours un doute, qui est un personnage d'animé méga connu au Japon, mais alors méga connu, hein, tapez Doraemon sur internet, vous allez voir, c'est un phénomène de société là-bas. Il a aussi fait une adaptation notable du jeu vidéo Ace Attorney, qui est un jeu de procès très sympa dont j'avais fait le premier volet notamment à l'époque sur Nintendo DS, très sympa comme jeu honnêtement, et une série de jeux très populaire, à juste titre, c'est du jeu de procès, c'est vraiment cool. J'étais nul, j'étais game over 20 fois, mais le jeu était vachement bien. Si vous avez l'occasion, Ace Attorney. Et il a aussi fait donc, aujourd'hui, l'adaptation du manga de Daisuke Igarashi, Les Enfants de la Mer, manga qui était paru entre 2005 et 2011. Je vous donne ces petites infos pour vous dire tout simplement que c'est un réalisateur qui a fait déjà pas mal de choses. Je n'ai pas vu ses différents films, mais il a une vraie versatilité, quoi. Il est passé par, on va dire, le dessin animé plus pour enfants, Doraemon, au dessin animé de procès, ce qui n'est pas du tout évident à mettre en scène, comme Ace Attorney, et donc à cette adaptation très singulière, vous le verrez quand je vais vous le raconter, des Enfants de la Mer. Donc c'est assez atypique chez les réalisateurs, il est assez versatile comme réalisateur, mais c'est assez typique chez les réalisateurs d'animation qui veulent taffer, notamment, et encore plus au Japon. Mais encore faut-il le faire avec un certain talent, ou au minimum de l'inspiration. Et donc, le pitch. On va répondre à tout ça après, ne vous inquiétez pas, gros suspense. L'été de Ruka commence mal. Après avoir blessé intentionnellement une coéquipière au handball, et parce qu'elle refuse de s'excuser, elle est exclue du club et d'un sport qu'elle apprécie énormément. Ne sachant que faire, elle va flâner au travail de son père au grand aquarium. C'est là qu'elle rencontre Umi, un enfant qui a grandi dans la mer. Lui et son frère Sora sont étudiés pour leurs aptitudes exceptionnelles par le gouvernement et des scientifiques marins. Dès leur rencontre, Ruka se rappelle un souvenir où elle a vu, petite, une immense baleine brillante dans un aquarium. Et Umi et Sora sentent aussi que Ruka est quelqu'un de vraiment particulier. Alors ce qui frappe avec ce dessin animé, c'est le style graphique, tout de suite, qui à lui seul explique la sélection du film au Festival d'Annecy. Le Festival d'Annecy de films d'animation, c'est un grand festival de films d'animation de qualité qui existe maintenant depuis quasiment début des années 70, dont je vous conseille d'ailleurs les différents vainqueurs, au pire des cas, si vous ne voulez pas regarder les différents films dans la sélection. Il y a toujours des films très intéressants, mais les vainqueurs sont en général très intéressants à voir. C'est des films différents et très singuliers, ça fait vraiment plaisir. C'est notamment le Festival d'Annecy, si je dis pas de bêtises, qui avait fait découvrir Mind Game, qui est un film d'animation incroyable, entre autres. Les films de... j'ai oublié son nom maintenant. Un réalisateur polonais donc, que j'aime énormément, mais ça me revient plus maintenant. Tant pis, j'ai un trou de mémoire. Et donc, si vous avez l'occasion de voir les films qui ont gagné ce festival, n'hésitez pas, c'est juste de très bons films, à chaque fois très singuliers. Donc le style graphique des Enfants de la Mer est comme fait quelque part de coups de crayon coloré. Les gros plans, notamment sur les visages qui sont typés style manga, avec des grands yeux, petits nez, etc., on connaît les codes, sont ainsi comme... Je sais pas, en tout cas, je les ai ressentis comme renouvelés. À mes yeux, on reconnaît le style manga, mais ça ne fait pas tout à fait manga, ou plutôt ça fait nouveau manga. C'est rare dans les animés japonais, mais on sent chez Watanabe l'envie de faire un film typé manga, mais aussi un film vraiment singulier. C'est une des grandes forces du film, franchement. Beaucoup de l'intérêt du film est basé sur les images, beaucoup de l'intérêt du film est basé sur les émotions de la narration principale, et c'est basé en plus sur les émotions des visages des personnages. Et bien cette technique graphique fait beaucoup gagner en densité au regard notamment. C'est une vraie finesse je trouve. Et ça fonctionne très très bien. Alors, c'est une sensation perso, c'est certes assez subtil, et je suis très fan d'animation en général, donc c'est le genre de choses que je remarque. Donc je comprendrais que l'on n'ait pas forcément la même vision de la chose, et que l'on perçoive juste un joli film animé japonais. Mais je reviendrai là-dessus dans ma conclusion, pour expliquer ça plus clairement. À cette patte graphique, il faut ajouter le choix d'une animation volontairement flottante. Les personnages semblent glisser plus qu'ils ne marchent ou nagent. Globalement, on dirait qu'ils volent.
aussi bien sur Terre que dans l'eau d'ailleurs. D'ailleurs, Ruka le dit frontalement, qu'elle a la sensation de voler, notamment quand elle fait du handball, ainsi de suite, que c'est une sensation qu'elle apprécie. Alors, c'est clair, hein, c'est peu subtil, mais c'est clairement l'un des thèmes du film. Alors, quand je dis que c'est plus subtil, c'est quand il y a un des personnages du film qui dit le thème mot pour mot. Bon, c'est pas toujours... voilà, on n'est pas dans la grande finesse, pour le coup. Mais c'est bien fait dans le film. L'animation choisit donc une séquence sans équivoque pour montrer que le vol est un des thèmes du film. Il y a Umi notamment qui vole dans l'eau, littéralement. L'idée est excellemment exécutée, hein. On le ressent tout de suite en le voyant virevolter au milieu des poissons dans un aquarium. Il nage pas, il vole. Ce n'est pas forcément une prouesse d'animation, hein, parce qu'il est plus facile de faire voler un personnage que de le faire nager. Donner la sensation de résistance de l'eau, les effets de la poussée d'Archimède, les forces des courants... tout ça, c'est très subtil et c'est difficile à restituer en animation. C'est plus simple de faire voler un personnage dans l'eau, en quelque sorte. Mais en faisant ce choix radical, parce que vous vous doutez très bien qu'ils savent très bien le faire, hein, c'est un excellent studio, c'est le studio 4C, donc 4 degrés Celsius, ils savent taffer. Je vous laisse aller découvrir leur filmographie, notamment. Donc ils auraient pu rendre tout à fait cet effet de nage réaliste ou vraisemblable, mais c'est un choix clairement artistique et radical, et le film l'exprime avec une rare efficacité. Il exprime vraiment la sensation de liberté dans l'eau. Honnêtement, je n'avais plus vu une sensation de liberté pareille dans l'eau depuis Le Grand Bleu de Luc Besson. J'ai fait un podcast dessus si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'écouter, je m'exprime en détail dessus. Mais dans Le Grand Bleu de Luc Besson, on avait cette sensation de vol, cette sensation de liberté, était obtenue notamment par le point de vue qui était souvent sous l'eau, on était immergé dans l'eau, qui était combiné à des plans de nage fluides et légers. Il y a ces fameux plans assez classiques maintenant qui ont été repris dans plein d'autres films, où on voit un des personnages tenir un des dauphins par le bout de la bouche, là, et qui le fait avancer très très vite dans l'eau. Différents plans comme ça qui donnent la sensation d'aller plus vite que la normale, d'être plus en adéquation avec l'eau que la normale. Et ça, c'était marié en plus, tous ces effets visuels bien modérés étaient mariés à la musique faite de sons de nature aquatique et de thèmes musicaux calmes, serein mais enjoué. Et du coup ça provoquait le même effet. On avait l'impression d'être libre sous l'eau, à sa place, alors que le corps humain n'est pas fait pour y être, tout simplement. On le sent dès qu'on y est, qu'on n'est pas vraiment adapté à cet élément-là. Et c'était une des très très grandes réussites, probablement une des plus grandes réussites du film Le Grand Bleu, à tel point qu'on a eu pas beaucoup de films depuis qui ont réussi à obtenir un effet d'immersion pareil dans l'eau, honnêtement, hein. Je l'ai peut-être pas assez dit dans ma critique du Grand Bleu, mais c'est vraiment quelque chose d'unique que ce film avait réussi, à tel point que maintenant, quasiment 30 ans plus tard, on peut le dire, je me souviens pas de films qui ont réussi ça aussi bien. C'est la deuxième force du film, Les Enfants de la mer, de donner à la nage un côté aérien, et qui permet de manière claire de permettre au personnage non seulement de se déplacer très vite sous l'eau, mais aussi de renforcer l'aspect abstrait, graphique, comme des peintures animées, en quelque sorte. Physiquement, c'est impossible en plus, donc ça devient fantastique. Mais ça correspond au désir premier du film, de proposer des sensations de voyage dans, je mets des guillemets, mais l'espace de la mer. Il y a vraiment ce désir de transformer la mer en un lieu où on virevolte d'une certaine manière. Alors vous verrez, il y a plusieurs natures dans le film, hein, j'exagère un tantinet. La plupart du temps, il donne l'impression de voler dans l'eau, mais il y a exprès évidemment des moments où on les voit nager, résister à du courant et des choses comme ça. On voit Ruka se faire emporter et des choses comme ça. Et je fais exprès d'utiliser la formule « l'espace de la mer » parce que le film veut frontalement relier la mer et l'espace, aussi bien visuellement que narrativement. Beaucoup de belles images d'ailleurs proviennent de ce postulat, et une grande partie de la sensation de voyage que le film procure provient de là. C'est très réussi, vraiment très réussi ça. La mer comme un espace et l'espace comme la mer, c'est vraiment classe. Malheureusement, ce postulat participe aussi, à mon sens, au point faible majeur du film, selon moi, le scénario. L'intrigue principale suit Ruka dans sa relation avec Umi et Sora. Très vite, on comprend que Umi est le sympathique et naïf, là où Sora sera le cynique et réaliste. Ruka s'entend bien avec Umi, alors que Sora la provoque et la pique. Et s'ajoute à cela le fait que Umi est black et Sora blanc et blond. Donc vous avez pigé, hein, y a un côté yin et yang qui se profile et qui est frontal dans le film. En termes de sens, pourquoi pas, honnêtement. Mais le problème est que le film n'en fait vraiment pas grand-chose. Et au final, le film s'inquiète peu de créer quelque forme de tension que ce soit. Bon, exceptionnellement, je vais me permettre de déflorer un peu l'intrigue, parce que je pense que ça ne gêne pas du tout la vision du film. Le film est d'abord une expérience, la narration a finalement peu d'importance, il me semble.
Mais je vais m'expliquer, vous allez voir. Je vais pas trop déflorer en détail, mais vous allez comprendre. Grosso modo, l'intrigue tourne essentiellement autour du fait de comprendre ce que sont Umi et Sora. Aussi bien pour Ruka, que pour les scientifiques qui les suivent, que pour le gouvernement. Ça, on est ok. Il y a une légère tension s'installe au début du film, parce que l'on comprend que Sora, contrairement à Umi, s'adapte mal à la vie sur Terre, et dépérit sans que l'on comprenne pourquoi, malgré tous les tests qu'on peut lui faire, tous les soins qu'on peut lui donner. Seulement, cette tension n'est jamais vraiment exploitée par le film. La narration suivant Ruka, et Ruka étant essentiellement proche d'Umi, le sort de Sora devient vite secondaire. Surtout parce que lui et Ruka ont finalement une relation assez froide. De facto, l'intrigue principale est de savoir qui sont Umi et Sora, et que fait Ruka là-dedans. Eh ben, je vous le donne en mille, je sais à quoi vous pensez avec un tel type d'intrigue avec des enfants extraordinaires, et vous avez raison. Je vous déflore pas, mais vous avez raison. Votre première idée va être la bonne. Après, on peut faire une narration simple et sans surprise, hein. Pourquoi pas? Pour moi, ça me pose pas de problème. Pour peu que l'on sache maintenir une tension. Et là, soyons clairs, le film s'en fout. Le film part du principe que Ruka, Umi et Sora, et l'océan, surtout, sont fascinants, et que tout le monde a envie de les explorer. Merde, j'ai mal exprimé. Tout le monde a envie d'explorer les océans. Hein. Laissez Ruka, Umi et Sora tranquilles. Bref, vous avez compris l'idée. Oui, je suis ironique, mais tout de même, c'est un présupposé bien naïf quand même, je trouve, de partir là-dessus. Perso, j'ai un a priori de la mer qui date de mon trauma d'enfance sur des films comme Les Dents de la Mer. Ce qui fait que je me suis jamais bien senti vis-à-vis du large, notamment, et encore moins des fonds marins. L'obscurité marine me fout la pétoche absolue, hein, franchement. Les énormes monstres cachés au fond des océans, je suis très très bon client. Vous pouvez aller voir ma critique de The Meg avec Jason Statham et vous allez bien rigoler, parce que franchement je suis grave client. Le Kraken dans, comment ça s'appelle, les Pirates des Caraïbes, je suis clairement un des rares que la créature fait flipper, je pense. Excusez-moi. De facto, je n'ai pas un rapport poétique et apaisé avec la mer, comme semblent présupposer les enfants de la mer. Et donc forcément, j'ai trouvé le film un peu longuet, voire carrément autosatisfait. Le mot est dur, hein, mais je trouve que le film se contente en quelque sorte tellement de son désir de belles images de nage cosmique, en quelque sorte, qu'il en deviendrait presque... ouais, il en devient presque autistique. Je dis presque parce que la narration reste très frontale. Les dialogues entre les personnages, notamment des scientifiques entre eux ou avec Sora, tentent de rationaliser le récit. Alors, des discours scientifiques légers viennent ainsi cohabiter avec des questions de philosophie qui rapprochent, comme je le disais avant, la mer et l'espace, par exemple. Mais on a aussi droit aux scientifiques dépassés par la nature extraordinaire de Umi et Sora, ou encore les scientifiques qui doivent s'expliquer face à des politiciens qui les financent mais qui ne comprennent rien. Tout un contexte qui est très concret et qui s'évertue à faire tenir le récit dans une direction qui se veut réaliste, ce qui est louable, et prouve que j'ai exagéré un peu avec le terme autistique, hein. Le film s'accrochant quasiment jusqu'à la fin à sa branche, entre guillemets, concrète. Le problème, selon moi, c'est que cette part concrète de l'histoire est mise en scène de manière froide et finalement plate. On comprend assez vite que l'intrigue des scientifiques et des politiques ne mènera à rien, la mise en scène résumant systématiquement ce que ces passages doivent apporter, et en plus, leur enlevant toute importance ou ampleur, honnêtement. Alors, le bon exemple étant que toute une armada de bateaux est censée suivre Umi et Sora régulièrement, mais que ces derniers arrivent systématiquement à se barrer, quasi tout le temps, sans que personne arrive à les retrouver quand ils le veulent. En fait, pour être clair, Watanabe n'est pas intéressé de raconter, je trouve, une intrigue politique. Tout simplement. Toutes ces séquences ont donc peu d'intérêt et finalement alourdissent le film, le rendent plus long. Sans compter qu'elles sont bien faites, mais que visuellement elles sont à des années-lumière en termes d'impact émotionnel des séquences de nage. La différence de qualité est beaucoup trop grande. On passe d'un vrai film, en quelque sorte, à un film lent et mou. Et il en va de même pour la sous-intrigue concernant les parents séparés de Ruka. Donc on comprend vite que les parents de Ruka vont pas bien. Je sais pas s'ils sont séparés, mais bon, ils sont vraiment plus ensemble pendant toute une partie du film. Non seulement cette intrigue, elle ne sert quasiment à rien, mais elle est clairement, visuellement, hors du récit. D'ailleurs, il est étonnant de voir les choix de cadrage très élaborés des dialogues entre les parents,
ou même entre les scientifiques et le gouvernement, où par exemple les visages sont souvent de côté ou de face à la caméra, ou de dos, on les voit carrément pas du tout dans certaines séquences, on les voit juste parler de dos, en contre-plongée par exemple. Ils ont l'air de s'adresser à personne dans le cadre, et à personne tout court d'ailleurs, c'est assez étonnant comme choix de cadrage. Alors faut me comprendre, je comprends ce genre de choix de mise en scène, parce que par exemple j'apprécie beaucoup le travail de Mamoru Oshii. Mamoru Oshii c'est le réalisateur notamment des Ghost in the Shell, des Pat Labor, etc., que je vous conseille de voir évidemment, hein. Ghost in the Shell 1 et 2, Pat Labor 1 et 2 qui sont réalisés par Oshii, c'est incroyable. Et donc Oshii, j'apprécie son travail parce que les intrigues sont tendues et les discours réellement profonds, complexes, quitte à devenir angoissants, hein. Voire même abscons parfois, soyons honnêtes. Mamoru Oshii il aime bien se branler le cerveau. Mais dans les enfants de la... Et d'ailleurs, Mamoru Oshii, c'est là où je veux en venir, dans la mise en scène, très souvent dans ces films, les personnages ne se parlent pas. On a l'impression qu'ils nous parlent à nous ou qu'ils parlent à personne. Et en fait, c'est comme des monologues intérieurs, c'est des réflexions tellement poussées, lointaines, intimes, qui lient de l'intime à du concret sur des questions vraiment complexes, comme je disais, angoissantes, parfois complexes, parfois, comment dire, désagréables, mais sincères, que les personnages n'ont pas besoin de se regarder l'un l'autre, c'est presque un monologue intérieur, ils se répondent pas vraiment, ils réfléchissent l'un avec l'autre. Et ça a tout son sens parce que c'est, comme je disais, il y a une grande profondeur dans ce qui est dit dans les dialogues chez Mamoru Oshii. Mais dans Les Enfants de la Mer, cet effort de mise en scène qui ressemble à finit par ressembler en quelque sorte à un cache-misère sur une tension absente. Et une intrigue finalement paresseuse sur le fond, honnêtement. Même dans son développement philosophique, ça va pas très loin, hein. J'ai parlé du rapport de la mer avec l'espace, mais on a aussi les poncifs, d'où vient-on, qu'est-ce que Dieu veut faire de nous, vous voyez ce genre de choses, quoi. Alors on pourrait croire que je suis en train de dire que le film aurait dû se concentrer sur Ruka Yumi Sora, et qu'ainsi il aurait été parfait. Mais non, c'est pas ce que je dis. Parce que la partie finale fait selon moi une erreur classique des films que je qualifierais de transcendantaux. Alors, là, il faut que je m'explique. Les films transcendantaux, ce sont des récits qui mènent à une résolution de type abstraite, visuellement, et narrativement. Souvent, ils sont centrés sur une narration qui mêle intrigue intime, scientifique et politique. Tout simplement parce qu'ils essaient de parler de la société humaine, donc quelque chose qui concerne des milliards de personnes, et ils le font d'un point de vue intime, donc quelque chose qui ne concerne que nous seuls. Et donc ils essaient de lier dans un même espace quelque chose qui est intime et quelque chose qui regarde tout le monde. Donc c'est très complexe comme question. Et il s'agit donc bien de transcender, de montrer, entre guillemets, un lien entre les personnes, entre elles, mais aussi souvent avec la nature, à Dieu, à l'univers, etc. C'est ça que j'entends par transcendantal, c'est transcender son état d'individu pour aller dans le tout, déjà dans la relation à autrui, j'entends tous les autres, et ensuite carrément, c'est pour ça que je dis, le terme transcendantal n'est pas trop fort, à des forces qui sont quelque part supérieures à la nature, Dieu, etc., à l'univers. Ce sont des films qui souvent désarçonnent et laissent le spectateur sans réponse concrète, hein. Plus avec des réponses théoriques et émotionnelles d'ailleurs. Par exemple, je sais pas, on a Donnie Darko de Richard Kelly, qui a le même type de principe et qui a une fin comme ça, voilà. Il y a aussi The Fountain de Darren Aronofsky, ou encore en animation, on a Akira de Katsuhiro Otomo. C'est des films qui parviennent chacun à leur manière, qui sont chacun à leur manière, excusez-moi, des films transcendantaux, et qui ont chacun leurs défauts d'ailleurs. Par exemple, Donnie Darko est un récit adolescent dont la fin transcendantale est difficile à expliquer, mais qui exprime quelque part le meilleur happy end possible pour le personnage. Je vais pas déflorer, mais c'est juste pour vous donner la raison quelque part d'être de cette fin transcendantale. The Fountain aussi manie une intrigue sur plusieurs époques et raconte l'histoire d'un couple confronté à une maladie mortelle dégénérative. La fin transcendantale est clairement un message symbolique sur l'acceptation de sa propre fin. Donc voilà, encore une utilisation différente de la fin, d'une certaine forme de transcendance dans la fin. Et Akira est un récit qui mêle un conflit adolescent à une intrigue géopolitique. Donc vous voyez, hein, toujours la même chose, hein, l'intime, le général. La fin transcendantale est en contraste du film complètement, puisqu'elle élève le propos au-delà de toute l'agitation humaine du film juste avant. On était vraiment dans des choses concrètes, futuristes, certes fantastiques, mais la dernière partie va vraiment vers quelque chose de philosophique. Ce que j'essaie d'exemplifier ici, c'est la grande variété de films à fin transcendantale, pour pointer ce qui pour moi fait un peu dégonfler, entre guillemets, Les Enfants de la Mer. Tous les films que j'ai cités avant ont des intrigues qui allient tension concrète et émotionnelle. Dans le cas de Donnie Darko, un spectre qui vient dans les rêves du personnage principal lui annonce la fin du monde.
Et tout le film fonctionne ainsi comme un compte à rebours inéluctable vers la fin, et donc on a envie très tôt dans le film de savoir où va cette histoire. Bien qu'on nous raconte des choses, qu'il y a des circonvolutions, qui se passent plus que des anecdotes et plus que des anicroches. Le trajet du personnage de Donnie est très complexe dans le film. Dans le cas de The Fountain, Tom cherche à sauver Izzy, donc de sa maladie, grâce à ses recherches scientifiques. Et même si on comprend très vite qu'il n'y est pas parvenu, qu'il a échoué, le mystère de ce récit labyrinthique, c'est comment il va finir. On se pose vraiment la question de où on va en fait avec ce récit tellement complexe. Et dans le bon sens du terme, parce qu'on est tenu en haleine. Le film nous tient l'attention à bout de bras grâce à cet effet. Et dans le cas de Akira, savoir qui est exactement le Akira du titre et où le conflit entre Kaneda et Tetsuo va aller, porte complètement le récit et dès le début. Et donc, dans Les Enfants de la Mer, l'intrigue fait plouf. Oui, excusez-moi pour ce jeu de mots pourri. Désolé, hein, je vous payerai pour avoir osé écouter ça, pour vous avoir fait saigner des oreilles. Et donc, il ne reste quelque part que le récit transcendantal, ou la part transcendantale, à se mettre sous la dent. Et là aussi, j'ai un bémol, qui est en plus technique, pas seulement narratif, mais technique. Et qui est relié à ce... Je vais expliquer par rapport aux exemples de films avant, ce sera plus simple. Donc, les fins transcendantales ne fonctionnent jamais aussi bien que lorsqu'elles restent abstraites. C'est-à-dire qu'elles se concentrent sur des émotions plutôt que sur des symboliques, ou des images, des symboles. Il s'agit de faire de l'image pour provoquer des émotions, je sais pas, de l'ordre du tombé, de l'ordre du vertige, quelque chose du froid, quelque chose du chaud, mais avec l'image et le son, etc. Sans tomber justement dans le symbole, voire le pictogramme. Parce que sinon, c'est sous peine de faire énormément chuter la force émotionnelle et transcendantale de la séquence. Dès qu'on réinvoque du symbole, on diminue l'émotion pour faire la place à l'intellectuel. Et ça, c'est, à mon avis, une erreur. À partir du moment où on choisit de partir sur quelque chose de complètement émotionnel et transcendantal. Par exemple, c'est une erreur que fait le film The Fountain dans sa partie finale, où le personnage prend la position du lotus lors de son, en quelque sorte, élévation. Non seulement c'est une position très connotée culturellement, mais alors beaucoup, ce qui alourdit les émotions en quelque sorte, et qui comment dire, ça alourdit les émotions en y associant quelque chose qui est étrangère aux émotions et pas nécessaire à ce moment de l'expérience. On est complètement dans quelque chose d'émotionnel, et là on vient nous rebalancer un gros symbole bien lourd pour nous dire c'est lié à telle culture, c'est lié à la telle pensée, attention, ce serait pas ceci ou cela. Mais en plus, donc déjà ça alourdit la chose, mais en plus, c'est même pas cohérent en rapport à la position spatiale du personnage qui ne prendrait pas cette position-là en s'envolant et en se relâchant complètement. Le relâchement total, c'est lâcher ses membres, se laisser aller. Or, le personnage, en se mettant en tailleur, il durcit, il raidit sa position. C'est vraiment une position qui est symbolique et qui n'est pas du tout émotionnelle et qui ne correspond pas à ce qui se passe en plus. Et en quelque sorte, je donnais cet exemple parce que Les Enfants de la Mer fait un peu le même type d'erreur. Le symbole de l'œil revient régulièrement ponctuer le voyage de finale de Ruka, ce qui a seulement beaucoup, ce qui est beaucoup symbolisé, ça a alourdi de la même manière, parce que ça symbolise beaucoup dans une séquence qui fonctionnait beaucoup mieux sur l'émotionnel jusque-là. D'un seul coup, on a ce symbole de l'œil qui revient, mais on comprend l'idée, hein, c'est l'œil de Dieu, l'œil de la création, c'est aussi, le film joue intelligemment sur un double sens, puisque c'est les yeux de Umi, donc c'est plutôt bien vu, on comprend un peu que Umi était un vecteur de quelque chose, donc, qui le dépasse complètement, mais on le comprend très tôt dans le film, donc c'est pas non plus une surprise, encore une fois, je vous spoil vraiment des choses là qui n'ont pas grand... C'est pas grave du tout de vous spoiler là dans le film, ça n'enlèvera rien à la qualité de son expérience émotionnelle, encore une fois, puisque c'est là-dessus que le film fonctionne vraiment. Mais du coup, je pense que vous avez compris l'idée, ça enlève une couche d'émotionnel ou de liberté à l'esprit, et dans les moments où on est très émotionnel, il faut que l'esprit puisse se promener, entre guillemets, dans les émotions des images. Sans contexte, tout ça s'ajoute au discours pseudo-scientifico-philosophique qui déflore la partie finale avant la fin, sans y apporter grand-chose, je trouve, ou pire, en y apportant un sens concret qui en fait en diminue la portée. À un moment donné, il faut laisser les images et les émotions emporter le spectateur, et tant pis si les spectateurs ne perçoivent pas l'idée intellectuelle exactement où on était. Il faut accepter, j'estime, que tu as emmené le spectateur dans un couloir émotionnel précis, et il va en tirer l'expérience intellectuelle qu'il veut.
Si tu remets de l'intellectuel dedans, par définition, tu contredis ton expérience émotionnelle et tu la diminues. Tu t'en diminues son impact. C'est sans pitié. Je donnerai comme parfait contre-exemple de ça, justement, Akira. Lorsque la portée philosophique du film est verbalisée pendant le film, par exemple, par le personnage de Kei, Kaneda dégonfle tout de suite sa théorie en se moquant d'elle. Donc ça donne un petit côté drôle à la séquence, et c'est très rapide, ça dure juste quelques phrases. Même si, plus tard dans le film, Kaneda perçoit le bien fondé, quelque part, de la réflexion de Kei. Mais le film s'alourdit pas là-dessus, il donne juste une piste. Et on n'est même pas obligé d'y croire, en fait. C'est juste une piste, c'est juste le couloir de réflexion où l'auteur était, grosso modo, c'est là. Et ça s'arrête là. Et encore mieux, à la toute fin, on demande à Kaneda d'expliquer ce qu'il a vécu, donc tout ce passage transcendantal qui est complètement dingue, et alors qu'il va répondre, un rayon de soleil l'interrompt. Il est obligé de se protéger, genre « Ah !» Et il répond pas. Et heureusement, ne venez surtout pas à ce moment nous dire ce que nous devons comprendre de ce que nous venons d'expérimenter. C'est la richesse des émotions là qui est intéressante. Grosso modo, si je dois résumer le truc, c'est une forme de fin et de renaissance. Point barre. C'est un lien avec le grand tout, voilà, point barre, ça suffit. Le film est assez efficace, la séquence fonctionne. Otomo a fait confiance au pouvoir émotionnel du cinéma et de sa capacité à nous emmener émotionnellement vers un chemin. C'est tout. Et là, clairement, je trouve que Watanabe aurait dû le faire aussi. Il aurait dû faire confiance à ce que l'animation apportait. Alors, pour conclure, Les Enfants de la mer est une expérience qui mérite le détour au cinéma, c'est clair. Rien que pour les passages émotionnels du vol-nage, comme je vous disais, qu'il propose, le film est quasi unique et donc très intéressant. Ceci étant dit, le récit est peu intéressant, et comme c'est un film transcendantal sur sa fin, ça le rend assez ennuyeux, voire carrément autistique, et même prétentieux, ouais, franchement. Pour peu que l'on se sente rejeté par la partie transcendantale du film, on va vraiment passer un mauvais moment. Alors, je le conseille quand même parce qu'il est vraiment singulier, et les films singuliers, on en a besoin, ça fait du bien, tout simplement, on a besoin de voir des choses différentes quand on va au cinéma. On a besoin de voir des choses qui se démarquent, et c'est un film clairement où l'effort a été fait pour réussir à se démarquer au moins sur un domaine, et c'est réussi. Sans compter que, tout simplement, comme je disais au début, au pire des cas, c'est un joli animé, tout simplement. Vous n'aurez pas payé votre ticket pour vous faire arnaquer, c'est vraiment très beau visuellement. Mais c'est mieux si le film vous emporte malgré tout. Après, je suis quand même obligé d'insister sur le bémol de la narration qui affaiblit, diminue vraiment ce que le film aurait pu être. Et je vais être clair, ce film, ça aurait pu être un chef-d'œuvre. Ça aurait pu l'être, clairement. Et c'est dommage pour le coup. Je crois que je vais m'arrêter là, ça m'a l'air d'avoir été assez long aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à Instagrammer, Facebooker, tweeter, partager, liker, évidemment, ça aide la chaîne à être connue et à se développer. Mais surtout, donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup, Facebook, Instagram, où vous voulez, c'est pas un souci. C'est ça qui m'intéresse le plus. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao!